Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. L'Handicast, présenté par le Rapplique. Bonjour, ici Joséanne Et Stéphanie. Bienvenue à l'Handicast. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui sur l'accessibilité aux soins de santé, nous souhaitons vous faire part de quelques informations pertinentes sur le sujet. Les soins bucco-dentaires font résonner chez plusieurs une appréhension, de la peur, voire même une hantise des cliniques dentaires. Imaginez si les locaux de la clinique n'étaient pas accessibles et que vous ne pouviez pas vous installer confortablement sur la chaise du dentiste. Le chemin serait périlleux dès la prise de rendez-vous. C'est ce que vivent la majorité des personnes en situation de handicap et c'est cette réalité que le réseau de recherche en santé bucco-dentaire et osseuse a voulu illustrer à l'aide d'une bande dessinée nommée « L'accessibilité, pas juste une question financière ». L'un de nos invités d'aujourd'hui, Dr Christophe Bedos, a participé à son écriture. Nous vous invitons à aller la consulter pour mieux comprendre les enjeux et l'initiative originale de clinique dentaire mobile faite par le Dr Lee. Parlons ensuite des examens gynécologiques. Selon un sondage réalisé en septembre 2021 auprès de 29 participantes par le Comité Femmes et Handicap de la capitale nationale du Carrefour familial des personnes handicapées, seulement 9,7 % ont eu accès à un lève-personne lors de leur examen. Seulement 6,5 % ont eu accès à une table d'examen adaptée. 65,4 % disent avoir besoin d'aide pour des transferts à effectuer lors de l'examen. Et 46,4 % disent avoir ressenti un manque de respect dans leur intimité lors des transferts, d'avoir été infantilisés ou considérés comme asexués. La mammographie est un autre soin difficile d'accès pour les femmes en situation de handicap. En 2014, le Rapplique a téléphoné à toutes les cliniques de dépistage désignées du ministère de la Santé et des Services sociaux. Parmi elles, 14 ont catégoriquement refusé qu'une femme en fauteuil roulant se présente à leur clinique afin de passer une mammographie, et ce bien que les dites cliniques se disaient accessibles. Pour cette raison, le regroupement a manifesté ouvertement son mécontentement, ce qui a eu des échos jusqu'aux oreilles du ministre Gaétan Barrette, qui avait nommé prendre le dossier en charge. Pourtant, en 2017, le Rapplique a appelé 97 cliniques du programme québécois de dépistage du cancer du sein. Des réponses négatives ont encore été reçues. Le Rapplique mène encore cette année la même étude afin de comparer les résultats avec les 2 autres enquêtes précédentes. La conclusion est toujours la même. Plus de la moitié des cliniques contactées n'offrent pas l'accès aux personnes en situation de handicap et près d'une dizaine d'hôpitaux ne retournent pas les appels après quelques tentatives. Il est maintenant temps de vous laisser entre les mains de nos animatrices, Kim et Maude. Bon balado! Bonjour à tous, je m'appelle Maude. Et moi, Kim. Nous sommes vos animatrices pour ce balado d'une série de 4 qui traite de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce projet est né d'une collaboration entre nous, des stagiaires en travail social de l'UQAM et le Rapplique. Le Rapplique est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. C'est un organisme pan-québécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap, victimes de discrimination pour défendre et revendiquer leurs droits et en faire la promotion. Tout ça en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard. Nous vous invitons à aller jeter un coup d'œil sur leur site Internet, notamment sur leur section Mémoire. Cette section démontre la grande variété de situations d'oppression que vivent les personnes en situation de handicap et pour lesquelles le Rapplique tente de faire appliquer leurs droits, souvent avec succès. Le balado de cette semaine aborde l'accessibilité universelle dans le système de la santé. Pour discuter avec nous du sujet, nous recevons aujourd'hui Linda Gauthier et Christophe Bedos. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, tu es dentiste de formation et professeur à l'Université McGill. Tu te spécialises dans l'accès aux services dentaires et rêves d'une société plus inclusive. Tu t'intéresses particulièrement à l'interaction entre les professionnels dentaires et les groupes sociaux plus défavorisés. Peux-tu nous parler un peu du réseau québécois de recherche intersectorielle en santé bucco-dentaire et osseuse durable, dont tu es le directeur auprès de Mme Moldovan? Comme tu l'as dit, je suis directeur du réseau, je suis aussi professeur à l'Université McGill. Et donc j'ai plusieurs chapeaux. Et puis je suis même membre du Rapplique, donc j'ai
au moins 3 chapeaux ici. Donc, un des chapeaux, c'est d'être directeur d'un réseau de recherche, un réseau thématique de recherche. Et il y a 15 réseaux thématiques de recherche comme ceci au Québec. Et un porte sur la santé bucco-dentaire et osseuse. Et comme tu l'as dit, je suis co-directeur avec Florina Moldovan. Et un de nos objectifs, c'est de rendre le système de soins à la fois accessible, mais aussi inclusif, également éco-responsable. Mm-hmm. C'est ultra intéressant comme réseau de recherche. Oui, vraiment. Ouais. Oui, et je dirais que les 14 autres réseaux de recherche sont très intéressants et portent sur des thèmes qui sont différents, complémentaires, ou parfois il y a une sorte d'overlap entre les différents réseaux. Mais le but des réseaux, pour les 8 prochaines années, c'est de réellement transformer le Québec. Et nous, un des accents sur lesquels on a travaillé, c'était la lutte contre les inégalités, la lutte pour l'inclusion, contre les discriminations. Et on sait que dans le système de santé, notamment, il y a des discriminations qui sont insupportables, intolérables. Mm-hmm. Vraiment. C'est vraiment actuel comme sujet. Ça m'amène à présenter Linda. Linda, tu es cofondatrice, consultante principale et porte-parole du RAPLIC. Eh oui. Et oui, tu sièges sur le comité consultatif de la Régie du bâtiment du Québec et de l'Office des transports du Canada. Tu es également formatrice, conférencière et tu participes en tant que panéliste sur les tables discutant d'enjeux en lien avec des personnes en situation de handicap. L'intersectionnalité est également une de tes grandes préoccupations. Mm-hmm. Peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le dossier de mammographie du RAPLIC? Oui. Ben, brièvement, c'est ça. En fait, c'est que en 2014, on a commencé une étude. On avait eu vent qu'il y avait des inégalités, justement, quand une femme appelle pour, particulièrement les femmes, appellent pour avoir passé une mammographie, qu'une femme en fauteuil roulant était refusée. Et c'est là qu'on a vu, effectivement, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de refus. Sinon, on n'est pas sûr, il faudrait vérifier. Et puis, ça fait déjà, on est rendu à la 4e étude. Et ça s'améliore pas, malheureusement. C'est vraiment aberrant. Oui, c'est vraiment très aberrant. Ouais. Puis c'est comme ça un peu c'est partout en province. Là. C'est pas qu'à Montréal. Votre étude a été faite partout à travers le Québec? À travers le Québec, dans des centres de dépistage désignés. En plus. C'est ça. Pour les femmes qui ont 50 ans et plus, là, je dois... Oui, c'est ça. Qui vont probablement baisser à 40 ans là, d'ici peu. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est... c'est autant dans des hôpitaux que dans des cliniques. Et ça, c'est des centres de dépistage désignés par le gouvernement. Donc, ils cautionnent ça là, parce qu'ils le savent. Et c'est non accessible. C'est très aberrant. Oui, Merci, Linda, d'avoir partagé brièvement sur le dossier mammographie. Ça m'amène à vous poser une question à vous deux. En plus de l'accessibilité aux tests de mammographie, quels sont les principaux obstacles rencontrés par les personnes handicapées lorsqu'elles tentent d'accéder aux soins de santé? C'est des préjugés, premièrement, ça c'est clair. C'est bon. Premièrement, la personne handicapée, on voit juste les stéréotypes souvent. Quand on s'est rencontrés, Christophe et moi, c'était par rapport à ça. On disait que forcément, la personne handicapée se doit d'être sur l'aide sociale, qu'elle n'a pas un gros budget, que c'est comme ça va être forcément des soins, je dirais, inférieurs qu'on va lui prodiguer, donc c'est moins payant pour le dentiste. Et puis, c'est pas nécessairement le cas de tous. Et encore là, quand bien même, la situation financière serait... quelqu'un qui a un revenu très bas doit avoir quand même droit au même service, là, au même... Alors, c'était sur cette base-là qu'on s'était rencontrés il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Et bon, ça, c'est un des grands obstacles. C'est aux soins de santé, aux soins bucco-dentaires et tout. Je te laisse aller avec le reste, Christophe. Oui, ben, je peux parler un peu de l'accès aux soins bucco-dentaires. Et comme tu l'as dit, et c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, il y a peut-être une dizaine d'années, une de mes étudiantes de maîtrise, Farnaz Rachid, avait fait des entrevues avec des personnes à mobilité réduite, donc des entrevues individuelles, semi-structurées, enregistrées. Et elle avait identifié toute une série d'obstacles qui relevaient à la fois de l'environnement physique,
des cliniques, mais aussi humains, les préjugés, le manque d'intérêt parfois. Et puis, il y avait aussi des causes plus structurelles, je dirais le transport, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, qui n'est pas évident. Je pense que tu pourrais en parler beaucoup, Linda. Oui. Et c'est vrai qu'on avait été choqués par ces résultats-là. Moi, je connaissais assez peu le sujet, pour être honnête avec vous, mais ça a été quand même une sorte de révélation. Et puis, une forme, on a réalisé qu'il y avait des injustices inacceptables. Que ce n'était pas normal que les personnes en situation de handicap rencontrent autant d'écueils pour recevoir des soins qu'elles jugeaient nécessaires. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, on a depuis produit une bande dessinée grâce à des artistes en résidence qui étaient dans le cadre du réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, le réseau de recherche le RSBO intersectoriel et durable, pour faire court. Donc, on a eu 2 artistes en résidence qui sont allés voir différents labos de nos chercheurs, dont le mien, et qui ont fait une bande dessinée basée sur les travaux de Farnas. Donc, on voit en une planche très, très, très courte une partie des écueils qui sont rencontrés par les personnes à mobilité réduite, et puis qui montrent aussi des solutions pour améliorer l'accès. Parce que c'est totalement méconnu. C'est un sujet qui est très peu parlé, probablement par méconnaissance des gens, mais ça a été surprenant même pour nous, qui sommes conscientisés beaucoup dans toutes les difficultés et les oppressions de la société en tant que travailleurs sociaux, d'étudiantes en travail social plutôt, de savoir que c'est si difficile d'avoir des soins de base. Là. C'est pas juste des soins esthétiques spécialisés. Là, on parle des soins de base qui sont si difficiles à avoir accès. C'est aberrant, complètement. Ouais. Je pense que c'est le mot du jour, aberrant. Ah oui, aberration. Oui, absolument. Je pense que c'est difficile, au fond, de savoir ce que vivent les personnes qui sont différentes de nous. On connaît assez mal la société. Et moi, depuis que je travaille avec Linda, ma vision du monde est différente. Je vois des choses que je ne voyais pas autrefois. Je suis sensibilisé à des choses que je ne percevais pas autrefois. Et je suis aussi sensibilisé à des moyens d'action que je n'imaginais pas autrefois, et qui sont propres au RAPLIC. Oui, on continue à en apprendre tellement. Est-ce que je peux ajouter une petite... oui. Moi, ce qui me jette par terre, carrément, c'est que quand on parle à quelqu'un comme Christophe, on l'a sensibilisé, on l'a contaminé même, je dirais, mais c'est souvent au-delà que ça se passe. C'est les ordres professionnels, notamment l'ordre des dentistes. Hein. C'est souvent là que ça va bloquer. Parce qu'eux n'oseront pas se mettre à dos leurs membres, en leur disant, il faut que ta clinique soit, puis pourtant tu as essayé, en disant, il faut que ta clinique soit accessible. C'est impératif, tu peux faire des changements, à tout le moins, peux-tu donner les soins à quelqu'un à partir de son fauteuil roulant? Y a-tu moyen de faire quelque chose? Il y en a plusieurs qui refusent. Puis pourtant, que ça serait possible de le faire. Ça ne représenterait pas des contraintes excessives. Là. Et bien souvent, ils ne veulent pas. Alors, c'est souvent là que ça bloque. L'individu à qui tu parles, à qui tu vas donner une conférence, mais les autres professionnels, il y a vraiment une barrière. L'ordre des architectes, c'est l'ordre des ergothérapeutes, ça bloque toujours à cette étape-là. Au niveau des ordres. Souvent, voilà. Les changements microsociaux à l'individu, c'est vraiment toujours plus facile. Puis là, dès que ça devient macro-social, là, c'est les changements sociétaux, là, c'est tellement difficile. Mais je pense qu'il faut agir à ce niveau-là, parce que si les lois ou les règlements, les politiques ne changent pas, ça veut dire qu'on fait appel au bon vouloir des individus, et certains veulent changer les choses. Il y a des professionnels de santé qui font des merveilles, mais tant que le système ne change pas, on reste dans des situations où on ne règle pas le problème. Et c'est ça peut-être la difficulté de faire changer au niveau des structures macro-sociales.
Et au fond, je pense que le RAPLIC se bat pour ça aussi. Et puis moi de la même manière, je pense que j'aimerais faire changer les choses à un niveau structurel, au niveau des politiques, des programmes. Et il n'est pas acceptable que l'on continue comme ça. Il faut changer les règles. Il faut que les règles prennent en compte tout ce qu'on dit là maintenant. C'est la seule façon que ça perdure dans le temps aussi. Oui. On a un peu couvert ma prochaine question, là, quels étaient les obstacles auxquels les personnes sont confrontées lorsqu'il est temps d'avoir accès aux soins. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. À moins que vous ayez quelque chose de plus précis au niveau de la santé bucco-dentaire, là, est-ce que c'est différent que les autres soins de santé ou c'est beaucoup l'accessibilité, la méconnaissance? Je pense pas que les professionnels de la santé dentaire soient si différents des autres. Je pense qu'il y a une méconnaissance générale. Les programmes d'enseignement, quels qu'ils soient, sont insuffisants. Ça, on le sait. Que ce soit en médecine dentaire ou en médecine ou en nursing. Donc, les problèmes sont une méconnaissance, un manque d'habileté, un manque de confiance. Alors, c'est sûr qu'il y a des particularités qui sont liées à la médecine dentaire. Le fait est, par exemple, que vous ayez des salles de soins avec des fauteuils dentaires. Donc, parfois, la question du transfert de la personne du fauteuil roulant vers le fauteuil dentaire peut se poser. Ou est-ce qu'on peut fournir des services à la personne directement lorsqu'elle est assise dans son fauteuil roulant, dans sa chaise roulante? Donc, ça, c'est des particularités du domaine dentaire. Mais pour le reste, c'est des questions d'environnement physique. Est-ce que l'environnement physique est accessible, oui ou non? Et là, c'est les mêmes problèmes qui peuvent se poser d'une clinique à l'autre, d'un hôpital à l'autre, ou dans n'importe quel bâtiment dans lequel on veut rentrer, que ce soit l'université, ou la boulangerie, ou l'épicerie. Donc, ces règles sont les mêmes pour tous. Et puis, je pense que c'est, grosso modo, les grands aspects que je peux souligner. Si ça relève, la santé bucco-dentaire, c'est le ministère de la Santé et Services sociaux. Je m'excuse, la voix me manque. Moi, je me dis qu'il y aurait peut-être une solution qui serait, selon moi, c'est un accommodement qui serait quand même assez raisonnable. Les endroits, admettons, moi, je vais aller chez un dentiste sur l'avenue Mont-Royal qui est tout près de chez moi. Je ne devrais pas être obligée de prendre un transport adapté pour me rendre à l'hôpital Sacré-Cœur. Tu sais, pour avoir un dentiste, là, si c'est celui-là que j'aime, mais il n'est pas accessible, ou il est déménagé ailleurs, puis il ne l'est plus, en tout cas, bref, qu'on puisse me donner ces soins-là chez moi, au même prix. Parce que c'est pas de ma faute s'il n'est pas accessible et c'est celui-là. Tu sais, est-ce qu'on est rendu là en tant que décideur politique? J'en doute. Bien, oui et non. Je te dirais que la solution des soins mobiles est faisable techniquement. Ouais. Il y a au Québec, à Montréal notamment, des dentistes qui ne fournissent des soins qu'au domicile, là où se trouvent les gens. Donc, ils ont des équipements mobiles et ils sont capables de faire des soins de qualité chez vous, si vous n'êtes pas capable de vous déplacer. Mais il y a très peu de dentistes qui font ça. Avant la pandémie, le ministère de la Santé avait bâti un programme pour que des soins à domicile, ou notamment dans les CHSLD, par exemple, des soins puissent être fournis dans ces centres-là. Malheureusement, je pense que ça commence très, très lentement. Mais les études que nous avons faites auprès des dentistes montrent que les dentistes ne se sentent pas confortables pour faire ce genre de service. D'une part parce que ils sont peu formés, et puis c'est quelque chose qui ne rentre pas, je dirais, dans leur imaginaire même. On a une image des soins dentaires qui est très traditionnelle, et les jeunes qui appliquent dans des programmes de médecine dentaire s'imaginent avoir une clinique, etc., moderne, avec beaucoup de technologie. Ils ne pensent pas forcément aux populations que ces jeunes vont devoir se soigner. Et des populations qui sont diverses, dont les besoins sont divers, et dans certains cas, qui vont devoir nécessiter des arrangements.
Comment est-ce qu'on va répondre aux besoins des personnes âgées, par exemple, si ces Mhm. personnes âgées ne Ouais, peuvent ouais. pas bouger? Ah ouais, Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Pas trop. quand même. Est-ce qu'on va aller chez ces personnes-là pour les soigner? Pourquoi pas? Et là, les dentistes se disent, d'accord, mais c'est avec le système actuel de fonctionnement des cliniques, c'est difficile. Et je les comprends. C'est pas facile d'avoir des approches flexibles, inclusives. Ça demande de la formation, ça demande du soutien. Et le soutien doit également venir des institutions. Ouais. Il faut que les institutions soutiennent les praticiens qui seraient intéressés, qui Mhm. seraient volontaires pour faire ça. Ouais. On ne peut pas laisser tout le poids à des praticiens individuels. Mais je pense qu'il faut vraiment des politiques qui soutiennent l'inclusion et ça veut dire aussi l'innovation. Ouais, la créativité. Ouais, tout à fait. Oui, Mais ce que j'entends, c'est que ça repose vraiment, actuellement, il y a comme tellement pas de mesures qui sont mises en place au niveau institutionnel que ça repose sur les épaules des individus pour que chacun soit conscientisé. Ah oui, moi, je vois qu'il y a une lacune, je vais faire les démarches par moi-même. Ça m'amène à vous poser la prochaine question qui est un peu dans ce sens-là. là. La Charte des droits et libertés proscrit par divers articles la discrimination fondée notamment sur le handicap. En sachant que de nombreux tests et services de santé sont impossibles pour les patients en situation de handicap, pour toutes sortes de raisons souvent aberrantes, on répète encore, comme le manque d'accessibilité. Pensez-vous que les valeurs véhiculées par la Charte sont appliquées et bien connues par les instances décisionnelles, autant civiles que judiciaires? Absolument pas. La Charte, c'est une loi qui est mal aimée. Mhm. C'est ça, les gens ne la connaissent pas, la Charte. Ils savent pas que c'est la première loi au Québec, Mhm. qui est quasi constitutionnelle. Ça, c'est quelque chose, pour eux autres, si on parle d'accessibilité, la majorité, même des hommes politiques, des femmes politiques, vont penser que c'est la régie du bâtiment, le code de construction Ouais, plutôt, ok. c'est-à-dire le code de construction, ou c'est n'importe quelle autre loi, mais définitivement pas la Charte. Alors, on dit toujours que les chartes, ce sont des lois d'intention, puis que c'est pas des lois d'imposition. On peut pas imposer ces trucs-là, mais n'en demeure pas moins que c'est ça. Si on la connaissait mieux, c'était mieux véhiculé par la Commission des droits de la personne, ou si c'est au niveau fédéral, la Commission des droits, la Commission canadienne des droits, ben à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait un message qui se passerait, mais c'est malheureux. Au niveau fédéral, je dirais que c'est un peu mieux qu'au Québec, mais sinon, c'est... Alors, en fait, si on regarde ça, c'est l'Assemblée nationale qui a donné le mandat à la Commission... Quand ils ont adopté cette loi-là en 1975, et le gouvernement, en tout cas en place là actuellement, et les autres qui ont précédé aussi depuis 1975, violent leur charte. Non, c'est ça. C'est comme si ils n'appliquent pas les valeurs qui véhiculent dans leur charte. Puis là, c'est là qu'on voit c'est quoi un peu leur vraie valeur. Ouais, Ouais, qui ressort. Ouais. absolument. Ils la violent, ils cautionnent toute cette discrimination-là, en fait, que ce soit pour les personnes aînées, les personnes autochtones, les femmes, point. Mhm. oui. Mais je pense que c'est vrai que tu as raison, Linda. La charte est méconnue. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est méconnue? Pourquoi elle n'est pas partagée, enseignée, notamment dans les écoles, tout simplement, écoles. Peut-être qu'elle l'est, après tout, mais peut-être qu'on oublie, peut-être qu'il faudrait l'enseigner aussi dans les écoles professionnelles. Je ne sais pas si en travail social... On est beaucoup conscientisés. vous êtes conscientisés à la Charte des droits et des libertés? Ben oui, parce qu'on a des cours d'éthique et déontologie Ouais. qui vont nous faire travailler avec la Charte. Là où le bas blesse, j'ai l'impression, c'est quand on arrive, puis tu sais, je parle à travers mon chapeau parce que j'ai pas encore travaillé en institution, là, mais c'est au niveau de la manière que les lois et les politiques sont mises en place. C'est comme si parfois, il fallait même qu'on prenne sur nos propres épaules le devoir de faire appliquer cette charte-là. Puis c'est un peu ce que j'entends dans votre discours, c'est que les professionnels doivent eux-mêmes se questionner, ben, tu sais, dans ma pratique, comment je pourrais être plus inclusif, tandis que j'ai pas les moyens qui me sont offerts pour pouvoir rendre ma clinique plus inclusive. J'ai pas les moyens, ou tu sais, c'est à peine des petits moyens
au niveau des accommodements qui me sont offerts, d'aller à domicile, ben pourquoi que chaque personne n'est pas dans, je dirais pas dans l'obligation, mais ceux qui veulent le faire, qu'il n'y ait pas nécessairement une coupure au niveau de son budget dans sa clinique ou de son revenu en tant que professionnel, s'il veut faire des soins à domicile. C'est aberrant de voir qu'encore là, les gens qui sont dans l'incapacité de se déplacer ou dans la difficulté de se déplacer, ben c'est encore sur le dos de l'individu de prendre sur lui pour pouvoir leur offrir ces soins-là. C'est merveilleux de voir le grand cœur de certains, mais comment ça se fait que c'est encore l'individu qu'il faut qu'il se mobilise puis qu'il fasse les efforts, puis qu'il perde du revenu, perde probablement, s'il faut qu'il se déplace, il y a une quantité de clients qui est pas le même dans la journée. Il y a tout plein de choses qui peuvent venir en compte. Absolument. C'est un bon résumé, je pense, de ce qu'on vient de dire. Oui. Vas-y. Non, je m'excuse. J'avais envie de vous partager quelque chose de très court. Ben oui. C'est rendu que, pour aller abonder dans le même sens que Kim, oui. C'est nous autres, on reçoit des plaintes de personnes discriminées. Et il y en a de toutes les couleurs, honnêtement. Et il y a à peu près 2 mois de ça, il y a une dame qui nous appelle en nous disant, bon, moi, je suis de la région de Drummondville et je suis allée dans une clinique parce que je me sentais pas bien. Selon moi, j'avais une infection, une vaginite, en fait. Mm-hmm. Mais elle est arrivée là, puis il n'y avait pas de table d'examen hydraulique. La dame a un taxi de Friedreich. Et puis, elle ne pouvait pas monter sur la table. C'était trop haut. Son mari ne pouvait pas la transférer non plus, en tout cas, bref. Alors, le gynécologue, ou le médecin, là, je ne sais pas si c'était pas un gynécologue, c'est un médecin de garde, lui a donné 2 lames de verre avec un petit bâton et lui a dit, puis il a dit à elle et son mari, faites vous-même le prélèvement. Mettez ça sur la lame, vous la refermez avec l'autre et tout. Allez le porter à l'hôpital. Voyons. Fait que là, on est en... Oui, c'est incroyable, là. C'est incroyable qu'on en soit rendu là. Tu sais, il a même pas dit, on va vous envoyer une infirmière à tout le moins, tu sais, ou quelque chose. Mm-hmm. Mais elle voulait tellement s'en sortir puis avoir une prescription de quelque chose parce que c'était douloureux et tout. Alors, elle a accepté ça, mais c'est après coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est à la Commission des droits de la personne à cause de ça. Elle nous a contactés pour nous dire que ça n'avait aucun sens. Tu sais. Ça n'a aucun sens. Oui, parce que là, le mari, c'est pas un professionnel de la santé. C'est aussi ça. Les gens à la clinique qui ont donné la tâche au mari de faire ça en sachant que ils n'ont pas le droit de faire ça, de juste donner la tâche à quelqu'un d'autre, de faire des gestes médicaux, tu sais. Ouais. Et le pire de tout ça, c'est que ce qui est réclamé, là, ça va être à tout le moins une table et des dommages moraux. C'est une nouvelle table hydraulique. Bon, cette table-là coûte à peu près 5 000 $. C'est à peu près le coût. C'est pas la mort d'un homme, là. Mais plus des dommages moraux, évidemment, parce que pour ce qu'elle a subi, l'humiliation et tout. Mais, tu sais, en quelque part, il n'y a rien de systémique qui est fait. Exact, c'est ça. Tu sais, c'est du cas par cas, fait que ça reste dans des vases clos. Puis, tu sais, évidemment, tout ce qui est médiatique, tu sais, les mises en cause vont accepter de régler, bien souvent, ou de faire ça. Tu sais, tout le moins, la commission a un certain pouvoir d'imposition, mais certain. Surtout si on reste en médiation. Fait que, tu sais, ça donnera rien. On pourra pas faire de communiqué de presse avec tout ça. Puis c'est ça qui est plate. Fait que, on n'avance pas. On tourne en rond. Ouais, puis si ça se trouve, dans 2 mois, ben, la même situation va se présenter à Laval. Puis après ça va être... Tout à fait. Puis les personnes handicapées, ce ne sont pas des personnes qui sont revendicatrices de facto. Ça, c'est un cas une fois de temps en temps. Puis malgré tout, on est abrutis de travail. Là. Mais tu sais, s'il fallait que toutes les personnes en situation de handicap soient revendicatrices, ça nous en prendrait en... Je pense que d'ailleurs, les professions de santé devraient se mobiliser aussi pour appeler à un changement. Et je pense que des alliances doivent se faire entre
les citoyennes et les organismes professionnels. Moi, ce que j'essaie d'enseigner à nos étudiants, aux futurs dentistes, ce sont des approches biopsychosociales qui sont probablement pour vous en travail social naturelles. Mais les professions de santé sont souvent branchées sur des systèmes biomédicaux. Donc on s'intéresse aux aspects biologiques, pathologiques, et on néglige tous les aspects psychologiques, communautaires, sociaux. Et je pense qu'il faut réfléchir d'une manière globale. Et effectivement, on doit changer les règles, les programmes, les politiques, et les professionnels de la santé doivent se mobiliser pour ça. Ça fait, à mon avis, partie de leur mandat. Faire changer les lois pour défendre les citoyens est une nécessité, à mon avis. Et je sais que les professionnels considèrent que ça ne fait pas partie de leur mandat, parce que c'est une tradition très, très ancienne de se centrer sur la maladie, en oubliant qu'il y a des personnes autour de la maladie qui vivent la maladie, et qu'il y a des familles autour des gens, et qu'il y a des communautés autour des gens, qu'il y a toute une société, un environnement global autour des communautés. Et on a développé avec certains de mes collègues un modèle d'approche différente, qu'on appelait le modèle Montréal-Toulouse, pour une dentisterie biopsychosociale. Donc c'est une approche alternative au modèle traditionnel de pratique clinique. Mais ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que les professionnels trouvent qu'on va vraiment au-delà des frontières naturelles de leur profession. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est faire sauter ces silos qui existent et faire sauter les barrières. Zone de confort. Exactement. Exactement. Ben, ça vient à ma prochaine question. Est-ce que vous avez des initiatives concrètes qui pourraient être mises en place pour améliorer l'accès physique des personnes en situation de handicap aux services de santé, toujours en prenant compte de leurs besoins spécifiques en matière d'accessibilité physique? Des initiatives. En termes d'accessibilité physique? Ben, ça pourrait être physique ou autre. Et autres, c'est ça. Aussi, oui. Mais, moi, c'est une approche plutôt de confrontation, je dois avouer. Mais je me dis, jusqu'à date, là, pourquoi changer une formule gagnante? C'est comme ça qu'on a obtenu les victoires qu'on a à ce jour depuis la fondation du Rapplique, mais c'est pas normal que ça soit comme ça. On a comme américanisé, je dirais, la façon de faire, parce que on sait que les Américains, ils vont poursuivre pour tout ce qui est pas correct, t'sais. Mais c'est pas... on n'en voit pas... Moi, j'en vois pas d'autres pour le moment, parce que c'est vraiment fermé. C'est pas normal que on puisse pas démédicaliser le handicap, parce que là, on est vu comme des malades, hein, c'est que ça. Puis oui, on a le droit d'avoir des maladies, comme tout le monde, mais c'est pas ça qui nous définit, là. Puis à partir de là, ben, je veux dire, quand il nous arrive des trucs que c'est pas accessible, il n'y a pas de loi sur l'accessibilité au Québec. Il y a une obligation d'accommodement, par exemple. Ben, si on ne peut pas nous accommoder, à ce moment-là, ça nous donne le droit de poursuivre. À date, on n'a rien de mieux. Là. On n'a pas d'autre plan de match que ça. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose. Moi, je dirais qu'il y a quand même de l'espoir. Par exemple, regarde en France, ce qui s'est produit avec... je ne connais pas le nom de la loi, j'ai oublié, mais il y a une loi qui impose à tout organisme ou centre qui accueille du public à respecter certaines normes en termes d'accessibilité physique. La loi de 2005? Je ne sais pas si c'est en 2005, peut-être c'était une loi de santé publique, mais par exemple, les cliniques dentaires sont obligées de se conformer à ces principes-là, à ces normes-là. Et si les cliniques médicales, si elles ne se conforment pas, elles sont pénalisées. Donc il y a un système aussi de répression qui fait que toutes les cliniques sont obligées de se mettre aux normes. Mais moi, je l'ai vécu en conduisant ma mère chez le dentiste en France. Et j'étais très surpris, agréablement surpris de voir que la clinique
sur le plan physique, était accessible. Je n'ai pas vérifié absolument tout, mais la largeur des portes, le fait qu'il n'y avait pas de marche, l'espace pour se mouvoir dans la clinique, c'était bien. Donc, il y a eu un changement qui a été fait. Après, est-ce que le changement s'applique aux personnes, aux gens qui travaillent dans les cliniques? Est-ce que ces personnes-là sont mieux formées? Peut-être pas encore. Mais déjà, il y a eu cette politique qui oblige toutes ces cliniques médicales à respecter des normes d'accessibilité qui sont quand même plus sévères que ce qu'on a ici. Donc, ça peut changer, mais je pense que ça passe par une mobilisation. Oui, c'est clair. Mais ça s'appelle la loi de 2005. Oui, c'est vraiment celle-là. C'est toi qui me l'as fait connaître. Oui. Non, je suis d'accord. Puis il y a quand même de belles avancées dans un pays qui est... On nous donne souvent comme argument, on ne peut pas le faire parce que c'est un immeuble qui est patrimonial. Ça, c'est un des arguments. Je pense que la France est pas mal plus patrimoniale que... Si eux ont réussi, on devrait être capable de faire de quoi. C'est ça, exactement. Quelques siècles de plus que nous. Quelques-uns. Puis, Linda, toi, en tant que personne en situation de handicap, comment t'aimerais ça être abordé par le personnel médical quand tu arrives en clinique ou dans un hôpital ou peu importe, dans n'importe quel contexte, en clinique dentaire? Comment t'aimerais être abordé par le personnel? Comme tout le monde. Comme tout le monde, quelqu'un qui n'a pas de limitation, mais avec, évidemment, en tenant compte de mes besoins particuliers. C'est clair que, tu sais, qu'on me demande pas 3 fois d'affilée, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vous lever quelques minutes, même pas quelques secondes. 1 seconde, tu sais, qu'on arrête de me le demander, je le dis que je ne peux pas. Fait qu'on me traite comme tout le monde, mais avec un égard pour les besoins particuliers que j'ai. Et si la clinique est accessible à partir de là, tu sais, je veux dire, le mammographe, on parle des cliniques de mammographie, le mammographe, en tant que tel, ça baisse à la hauteur d'une personne en fauteuil roulant. Alors, c'est quoi le problème? Mes appuis-bras se retirent. C'est quoi le problème? On peut me manipuler, je peux m'avancer sur le bord de mon fauteuil. Ne cherchons pas de midi à 14 heures. C'est juste parce que on a entendu des murs et des pas vertes. Là. On sait pour maintes et maintes raisons pourquoi les techniciennes ne veulent pas faire passer des examens aux femmes en fauteuil roulant parce que ça occupe 2 plages horaires. Les limites de temps. C'est ça, les limites de temps. Limites d'argent, évidemment, aussi. Ils ne peuvent pas charger doublement quand c'est la même patiente, même s'ils donnent 2 plages horaires. Et puis, il y en a qui bavent. Ça, on a entendu ça souvent, des femmes qui bavent. Alors, elles ne veulent pas nous manipuler quelqu'un qui va être mouillé ou qui va... Ouais. C'est quand même... Il y en a qui sont pour vraiment leur place, je trouve, dans le système de santé. De travailler avec le public puis avoir des c'est ça, en effet. Préjugés, puis on parle même de dédain, là, rendu là. C'est ça. Mais un peu comme tu disais tantôt, Christophe, que souvent, je sais plus c'est quoi le vocabulaire que tu avais utilisé, mais que les professionnels sont très centrés sur le biologique, puis moins sur le côté comme social. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est comme ça que la médecine a fonctionné au cours des derniers siècles. Oui, c'est un modèle biomédical qui domine. On s'intéresse à la maladie, à l'organe. D'ailleurs, ça se traduit parfois dans le langage des gens, des médecins, par exemple. Qui vont nommer un organe en lien avec un patient. C'est mon patient avec l'estomac, en médecine dentaire, les étudiants vont dire, par exemple, mon patient endodontique, traitement endodontique, mais en anglais, le traitement est avant patient. Donc, la personne est labellisée par le traitement ou la maladie qu'on lui donne. Donc, il y a une forme de déshumanisation des patients et un accent qui est porté juste sur la maladie, alors que la maladie est incarnée, vécue par quelqu'un qui va l'interpréter de différentes manières.
on ne vit pas tous la maladie de la même manière, Mhm. que ce soit des douleurs, que ce soit une carie, que ce soit une coupure. Chacun vit ça de manière différente. Et puis, c'est sûr qu'il faut traiter la coupure si on a une coupure dans la main, par exemple. Mais il faut aussi s'intéresser à la personne, au processus d'accompagnement de la personne. Mhm. Et parfois, c'est des choses qui sont importantes. Par exemple, la perte des dents, c'est quelque chose qui peut être traumatisante. Et puis, ça peut être vécu de manière totalement différente par les gens. Pour certaines personnes, ça va être une délivrance, parce qu'ils sont délivrés des douleurs qu'ils ont eues toute leur vie. Et pour d'autres, c'est un traumatisme épouvantable. Alors, on ne peut pas traiter ces deux personnes de la même manière. Il faut les comprendre, il faut les accompagner. En anglais, il y a un terme qui s'appelle healing, qu'on n'a pas en français, bizarrement, qui est soigner, mais soigner l'âme, soigner la personne. Ouais. Et ça, c'est important. Et ça réfère à un modèle plus biopsychosocial. On s'intéresse à la maladie, mais on s'intéresse à tous les aspects de la personne et de manière holistique, globale. Hein. Puis toi, en tant que professeur à l'université, je ne sais pas c'est quoi les cours que tu donnes aussi spécifiquement, mais comment tu essaies de sensibiliser tes élèves par rapport à ces enjeux-là? Moi, j'enseigne essentiellement à des étudiants qui sont en 3e année sur un programme de 4 ans. Okay. Donc, c'est des étudiants qui ont déjà commencé à travailler en milieu clinique. Okay. Donc, ils ont déjà soigné des personnes. Et à ce stade de leur apprentissage, ils mettent beaucoup l'accent sur l'acquisition des gestes techniques, parce qu'ils ont peur de faire mal à leurs patients. C'est quelque chose de très impressionnant. Alors, tous les aspects, je dirais, psychosociaux, sont des aspects qui sont un peu secondaires, d'une certaine manière. Mais ce que je fais, c'est que je leur présente le modèle Montréal-Toulouse, qui est un modèle d'approche très différente, et j'essaie de les encourager à reconcevoir leur rôle, leur manière d'interagir avec les gens, une nouvelle manière de les accompagner. Et par exemple, je commence à parler d'approche centrée sur la personne, par opposition aux approches traditionnelles paternalistes. Vous avez besoin de ça. C'est ça votre problème. Ça, c'est très paternaliste. Je te dis, toi, ce que tu as comme problème. Puis moins dans l'écoute, là. Eh bien, c'est ça. Toi, tu as peut-être une vision très différente de tes problèmes. Ouais. Et c'est là où il faut qu'on se rencontre, toi et moi. Moi en tant que soignant, toi en tant que patiente. C'est quoi ton problème? Moi, j'ai une vision, toi, tu as une autre. Et ensuite, faisons équipe pour essayer de trouver des solutions à ton problème. Mais il n'y a pas de hiérarchie entre là, on est en équipe. Et eux, je pense, ils sont sensibles au fait que j'apporte une approche un peu différente, mais cette approche-là n'est pas forcément valorisée en milieu clinique, parce que les gens qui encadrent les étudiants en milieu clinique sont des gens qui ont été formés quand même à l'approche traditionnelle, qui est dominante, si bien que finalement, pour eux, il est difficile d'avoir des approches humanistes dans un cadre académique. Ils ont plutôt une approche, il faut qu'on fasse tant de traitements avant pour graduer, donc on va foncer, et puis on n'a pas trop le temps d'être à l'écoute des gens ou d'avoir des approches vraiment sociales. Par exemple, j'essaie de mettre en œuvre des approches qu'on appelle la prescription sociale. Je ne sais pas si vous connaissez la prescription sociale. Non. Prescription sociale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux déterminants sociaux de la santé. Ah, ouais. Par exemple, si une personne vient vous voir, imaginons une personne qui vit de l'isolement. L'isolement parce qu'elle vit seule, son conjoint est mort, et comme dentiste, peut-être si elle a des problèmes de gencives, vous allez lui dire c'est important de bien se brosser les dents, on peut faire un nettoyage des dents. Mais le problème fondamental, c'est que cette personne-là est seule, isolée, malheureuse, triste. Et dans ce cadre-là, on peut très bien lui dire de se brosser bien les dents. Ça risque de ne pas fonctionner parce qu'on ne résout pas la cause centrale de son problème. La cause centrale, c'est son isolement, sa solitude, sa tristesse. Sur le deuil, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où il y a un processus de prescription sociale qui peut être fait, c'est-à-dire qu'on peut accompagner cette personne-là vers des gens comme vous, ou vers des ressources sociales. Par exemple, il y a des prescriptions muséales. Vous pouvez prescrire à la personne
des visites au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans lesquelles cette personne-là sera dans un groupe de personnes, ça peut être des personnes âgées, et dans lesquelles vont être guidées par une personne du musée, regarder des œuvres, ensuite pratiquer des activités artistiques, et ensuite avoir un petit 5 o'clock tea avec d'autres personnes. Donc, vous brisez comme ça l'isolement social. Donc, cette prescription sociale, cet accompagnement social va directement agir sur les causes des problèmes de santé de cette personne-là. Donc peut-être que cette personne-là, après avoir fait sa visite au musée, va développer des liens avec d'autres personnes, et puis son moral va peut-être repartir à la hausse, et le brossage, peut-être l'hygiène bucco-dentaire va pouvoir être plus facile dans ce cadre-là. Donc la prescription sociale, c'est une sorte de désenclavement du milieu de la santé vers le social et vers toutes les ressources sociales qui existent. C'est beau. C'est beau de vous entendre. Ben oui, c'est poétique. Si on pouvait... Wow! Demain matin, allez, on met ça en place. Ben oui, c'est effectivement très beau. Ben, vas-y. Oui, ben... Parle bien, notre Christophe. Hein? Oui, c'est créatif. Je trouve que ça amène comme une autre vision complètement de tout le milieu de la santé. C'est une approche qui est très populaire aujourd'hui en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est institutionnalisé. Wow. Et il y a des gens qui sont formés à être des navigateurs sociaux. C'est-à-dire que moi, si je suis clinicien, Maud, tu viens me voir, et Kim, toi, tu es une link worker ou une navigatrice sociale, je vais pouvoir te contacter et tous les trois, on réfléchit. Ah, Maud, peut-être, qu'est-ce que tu penserais de... Et voilà, une prescription sociale, parce que Kim va t'accompagner vers des ressources, parce qu'elle connaît les ressources. Elle sait exactement tout ce qui se passe dans ton quartier, et elle sait que peut-être il y aura des activités que tu pourrais faire et qui vont t'aider à te sentir mieux. Oui, parce que souvent, les spécialistes sont les seuls liens que la personne a avec l'extérieur. Oui. Fait que c'est le meilleur pont possible. Là. Je pense que ce désenclavement est important. Vraiment, vraiment. Et de la même manière, je pense que c'est important d'avoir des ponts entre les organismes professionnels et les organismes de défense des droits des personnes. Moi, je rêve d'un jour où le RAPLIC et l'Ordre des dentistes seront unis pour un Québec inclusif. Oui, j'en rêve aussi. Oui, moi aussi, je rêve de ça. Mais c'est comme... On regarde juste les optométristes. Ça a pris je ne sais pas combien de temps avant que je puisse en avoir un où il y avait l'appareil qui s'approche de moi plutôt que moi me transférer. Oui. C'est incroyable. Pourtant, ça prendrait juste un bras amovible comme c'est avec les... Tout simplement. Ou un appareil manuel, en fait. Oui, c'est ça aussi. Eh oui. Ben, merci énormément de votre partage, Linda. Christophe, on a déjà terminé. C'était vraiment intéressant. On a plein de belles idées en tête pour l'avenir. On va souhaiter que les choses se mettent en branle. On comprend davantage les lacunes du système de santé concernant l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap. Merci, Linda, pour ton dévouement constant auprès des personnes vivant diverses oppressions. Puis merci, Christophe, de t'investir en recherche et auprès du RAPLIC pour aider à trouver des solutions à des problèmes qui ont des conséquences extrêmement graves sur les personnes en situation de handicap. Merci à vous deux. Et merci à vous, auditeurs, qui avez écouté. On a bien hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode de L'Handicast. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'Handicast, présenté par le RAPLIC. Merci à Choc pour les studios et la diffusion. Merci à Steven Lapierrière et Linda Gauthier. C'était Joséanne, Lilou, Stéphanie, Maude et Kim. À bientôt!